Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept fascinant, un peu caché, mais absolument central pour comprendre comment les intelligences artificielles apprennent vraiment, les bassins d'attraction. Vous savez, on a tous déjà vu ça. On lance l'entraînement d'un modèle d'IA, et parfois, c'est magique, ça marche du premier coup. Et d'autres fois, c'est la catastrophe, ça ne converge jamais. Mais qu'est-ce qui explique cette différence? Ce n'est pas toujours une question de données, ou même de l'algorithme qu'on a choisi. Pour vraiment comprendre, il faut changer de perspective. Il faut imaginer l'entraînement non pas comme une série de calculs mathématiques, mais plutôt comme une sorte d'exploration. Imaginez une expédition dans un paysage invisible, immense, plein de montagnes et de vallées. Eh bien, le succès ou l'échec de l'IA dépend en fait de la géographie de ce terrain de jeu. Alors voilà, on y est. Le bassin d'attraction. C'est quoi exactement? C'est tout simplement une zone de départ. L'idée, c'est que peu importe où l'on se trouve au début, à l'intérieur de cette zone, le système va forcément finir au même endroit. Il est comme attiré par un poids final, un état stable qu'on appelle un attracteur. C'est l'idée d'un destin commun. Pour que ce concept soit bien concret, on va commencer par regarder autour de nous, dans le monde physique, là où on peut presque voir ses forces à l'œuvre. Cette citation d'une étude assez récente résume parfaitement l'idée principale. Tout, absolument tout, dépend des conditions de départ. C'est le point de départ qui va sceller la destination finale. L'analogie la plus simple et la meilleure à mon avis, c'est celle du bassin versant en montagne. Imaginez la pluie qui tombe sur une chaîne de montagnes. Chaque goutte d'eau, peu importe où elle atterrit dans une vallée donnée, va suivre la pente, guidée par la gravité, et finira inévitablement par rejoindre la même rivière au fond. La vallée entière, c'est le bassin d'attraction, et la rivière, c'est l'attracteur. Bon, maintenant qu'on a cette image bien en tête, on va faire le grand saut. On quitte le monde physique pour le monde numérique. Comment est-ce que cette idée, qui vient à la base de la physique et de la théorie du chaos, s'est retrouvée au cœur du code qui fait tourner nos IA? Il faut savoir que le concept n'est pas du tout nouveau. Il a été formalisé dans les années 80 et 90 pour essayer de comprendre des systèmes hyper complexes et imprévisibles, comme la météo. C'est seulement bien plus tard, dans les années 2010, que les chercheurs en IA ont eu cette intuition géniale. Et si l'entraînement d'un réseau de neurones, c'était la même chose? Un système dynamique qui évolue dans un immense espace des paramètres. Et c'est là que le parallèle devient vraiment puissant. En physique, on parle d'un espace physique, avec des coordonnées, une vitesse, c'est concret. En IA, on parle d'un espace totalement abstrait qui contient toutes les combinaisons possibles de poids du réseau. Le point de départ, ce n'est plus une position physique, mais juste une initialisation aléatoire de ces poids. Et l'attracteur, la rivière au fond de la vallée, ce n'est rien d'autre qu'une solution au problème, un minimum local dans ce qu'on appelle la fonction de perte. Très bien, mais alors, concrètement, à quoi il ressemble ce fameux paysage que notre IA explore? Et surtout, comment est-ce qu'on peut arriver à le visualiser? L'entraînement classique par descente de gradient, c'est exactement ça. C'est une descente prudente, à tâtons, dans ce paysage. Et le brouillard, il est là pour une bonne raison. L'algorithme ne voit que ce qui est juste autour de lui, la pente juste à ses pieds. Il n'a aucune vision d'ensemble. Le but du jeu, c'est de trouver le point le plus bas possible, le fameux minimum de la perte. Sauf qu'il y a un énorme problème. Ce paysage n'est pas en 3D. Il a des millions, voire des milliards de dimensions. Une pour chaque paramètre du réseau. C'est juste impossible à imaginer pour notre cerveau. Alors, pour essayer d'y voir quelque chose, les chercheurs utilisent des techniques pour aplatir cet espace, le projeter sur une feuille de papier en 2D, un peu comme quand on fait une carte du monde plate à partir d'un globe. Et c'est cette carte qu'on appelle le paysage de perte. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'en dessinant ces cartes, les chercheurs ont découvert un secret incroyable. Toutes les vallées ne se valent pas, loin de là. C'est leur forme, leur géométrie, qui va déterminer si le modèle sera bon ou mauvais. La question devient alors, est-ce que toutes les solutions sont égales? Si on a deux modèles qui arrivent à une erreur de 0, mais qui sont dans des vallées de formes totalement différentes, est-ce que l'un sera meilleur que l'autre quand on lui montrera des données qu'il n'a jamais vues? Et là, regardez bien, la réponse elle est juste sous nos yeux. À gauche, on voit le paysage de perte d'un réseau de neurones standard, un ResNet. C'est chaotique, plein de pics, de creux très étroits, un vrai cauchemar à explorer. Et à droite, c'est le même réseau, mais avec une toute petite modification d'architecture, l'ajout de connexions résiduelles. Et là, c'est le jour et la nuit. Le paysage devient incroyablement lisse, dominé par une seule, immense et large vallée. Et voilà la grande leçon de tout ça. Les solutions qui se trouvent au fond de bassins d'attraction, qui sont larges et plats, eh bien ce sont elles qui ont tendance à le mieux généraliser. C'est-à-dire qu'elles sont plus robustes, elles fonctionnent bien sur de nouvelles données. À l'inverse, les solutions trouvées dans des vallées très étroites et très profondes sont souvent fragiles et peu performantes en pratique.
Mais bon, ce serait un peu trop simple si l'histoire s'arrêtait là. Comme souvent en science, les choses sont un peu plus subtiles, et cette idée que place est forcément mieux a été pas mal discutée. Des chercheurs comme Dean et son équipe ont soulevé un problème assez fondamental. En gros, ce qu'ils disent, c'est attention, la forme que vous observez sur votre carte dépend totalement de la manière dont vous avez dessiné cette carte, de la paramétrisation de votre modèle. L'analogie parfaite, c'est celle du palais des glaces. Vous entrez, et selon le miroir que vous regardez, vous pouvez paraître immense, tout plat, ou au contraire tout petit et tout fin. Mais vous n'avez pas changé. Eh bien c'est pareil ici. On peut, par des astuces mathématiques, changer la représentation du modèle et faire paraître une vallée plate, ou au contraire très pointue, sans changer ce que fait le modèle. Pour que ce soit super clair, on va regarder cette série d'images. Ça, c'est la carte par défaut du paysage de perte pour un modèle. Mémorisez bien la forme de la vallée. Et maintenant, regardez bien. C'est exactement le même modèle, il donne les mêmes résultats. Mais via une reparamétrisation, une sorte de changement de coordonnées, on a rendu la vallée centrale artificiellement large et plate. Et ici, on a fait l'inverse. Toujours le même modèle, la même performance, mais cette fois, la solution semble être au fond d'un puits incroyablement étroit. La conclusion, c'est que se fier uniquement à la platitude visuelle sur une carte 2D peut être vraiment trompeur. Alors, si le concept est si délicat, est-ce qu'il a une utilité en pratique? Eh bien oui, absolument. Et cette géométrie invisible a même des applications très concrètes. Et non, ce n'est pas juste de la théorie pour amuser les chercheurs. Regardez cette image. C'est une véritable carte des bassins d'attraction d'un réseau électrique. La zone en violet, c'est le bassin sûr. Si le système subit une perturbation et reste dans cette zone, il va revenir à la normale. Mais s'il en sort, c'est le blackout. Cartographier ces zones est donc devenu crucial pour assurer la stabilité de nos réseaux électriques. Et ça nous amène à une dernière pensée pour conclure. Et si la prochaine grande révolution en IA, ce n'était pas une question de plus de données ou de plus de puissance de calcul, mais plutôt une question de géographie, de développer de meilleures cartes de ces paysages invisibles pour guider plus intelligemment nos algorithmes? La vraie question c'est, quelles autres découvertes incroyables nous attendent encore dans cette géométrie cachée?